Alors l'exposition qu'on propose au Louvre-Lens, déjà c'est une double exposition quelque part. On a une première exposition dont je vais vous parler sur la peinture polonaise du 19e siècle qui s'appelle Peindre l'âme d'une nation, Pologne 1840-1918, et une exposition de photos dans le pavillon de verre qui s'appelle Kazimierz Górecki, qui vient illustrer par les photographies de ce photographe issu de l'immigration qui est lié à une convention internationale entre la France et la Pologne de 1919 qu'on célèbre aujourd'hui. Dans cette grande exposition de peinture vraiment très ambitieuse qu'on a portée avec le Musée national de Varsovie et avec l'Institut Adam Mickiewicz, qui est vraiment l'institut responsable de la culture polonaise à l'étranger, on vient célébrer effectivement cet anniversaire, plus j'allais dire les centenaires de l'indépendance de la Pologne qui est revenue sur la carte de l'Europe en 1918. C'est l'enjeu un peu de l'exposition de montrer effectivement que pendant tout ce 19e siècle, en fait la Pologne n'existe pas. Elle est séparée entre trois grandes puissances qui sont la Russie, la Prusse et l'Autriche, mais que par leur peinture, les peintres vont reprendre le flambeau des grands poètes du 19e siècle, souvent d'ailleurs qui travaillaient en France pour la plupart, et donc vont permettre finalement, à la fin de la Première Guerre mondiale, à la Pologne de renaître. Donc c'est vraiment cet enjeu au fond de créer quelque part les images de ce sentiment patriotique partagé qui est au cœur de l'exposition à travers 120 œuvres issues des plus grandes collections polonaises. Être peintre au 19e siècle en Pologne, c'est compliqué déjà, puisqu'effectivement la répression des insurrections amène au fond la décapitation du système académique polonais. Donc en fait, effectivement, devenir peintre professionnel pour un Polonais nécessite de partir à l'étranger à un moment ou à un autre de son cursus. Je tiens d'ailleurs à dire que ce ne sont pas des peintres isolés véritablement dans un pays, je veux dire, assiégé. On a plutôt affaire, alors pas pour tous les peintres qu'on montre dans l'exposition, mais par exemple sur celui que vous voyez derrière moi, on a affaire à des monstres de la peinture européenne d'alors. Pour Matejko, moi j'utilise le terme de star à un moment effectivement où les peintres sont véritablement les stars de la culture, à l'instar de ce que sont les stars de cinéma. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'image très importante et effectivement, ils présentent au salon très régulièrement et l'impact du salon, notamment dans les quotidiens, dans les journaux, est absolument oublié aujourd'hui, mais on a véritablement affaire à des gens très importants qu'on caricature. Donc si on les caricature, c'est qu'on les connaît très très bien. Donc on a vraiment en face de nous, pas seulement une peinture étrangère si vous voulez, mais aussi un pan, une sorte d'angle mort de ce que pouvait être la création à Paris au 19e siècle, parce que effectivement, je rappelle que 20% des exposants au salon en peinture étaient étrangers, que souvent malheureusement ces peintres-là sont plus dans les collections publiques françaises, mais plutôt elles sont reparties à l'étranger. C'est vrai que par exemple les peintres polonais sont très bien représentés dans les musées polonais, mais malheureusement on n'en a plus en France, et du coup on a oublié, j'allais dire, l'importance de ces peintres, de ces créateurs dans la création française du 19e siècle, qui est de toute façon une création mondiale. L'exposition, elle bénéficie de près prestigieuses des plus grandes collections polonaises. Et vous voyez ici ce tableau qui s'appelle Reitan, qui est un tableau qui est aujourd'hui au Château Royal de Varsovie, qui montre Matejko, ici le plus grand peintre d'histoire de l'époque, en 1866, le moment fatidique qui est le début de l'histoire qui nous intéresse, le moment où les députés de la Diète vont entériner un traité qui amènera le partage de la Pologne sous pression des puissances étrangères, russes notamment. Ici vous voyez un noble vêtu à la Sarmat, c'est-à-dire cet idéal aristocratique, très orientaliste, très idéaliste, qui s'oppose à ce traité en se jetant par terre. C'est ce fameux Reitan. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce tableau est tellement marquant dans la culture polonaise qu'aujourd'hui, il faudra me passer sur le corps l'expression en français, en polonais, c'est-à-dire je fais mon Reitan. C'est vous dire l'impact du tableau dans les consciences. Et il s'oppose, vous voyez, à toute cette aristocratie vêtue à la française pour la plupart, qui sont en fait les grandes familles qui se sont mis à genoux
devant le portrait de Catherine II, l'impératrice, qui domine la scène, et surtout la puissance militaire qui trépigne, j'allais dire, derrière la porte. Matejko, c'est véritablement le professeur d'histoire de la nation et le plus grand peintre polonais, sans doute de l'histoire. Ici, c'est un tableau de 1872 du salon de l'époque. Il nous présente en fait le roi Sigismond Ier de la dynastie Jagiellon, donc on est au XVIe siècle, et ce roi, qui est celui qui est assis au milieu, vous avez là, il a l'air désespéré. Derrière lui, il a une figure de femme dans un costume un peu blanc, un peu machiavélique, n'est-ce pas? C'est sa méchante reine Bona Sforza, qui est une reine italienne qui n'aura cessé dans les littératures romantiques polonaises d'intriguer pour le destin fatal de la Pologne alors qu'on est au moment de son âge d'or. Et en fait, vous voyez quelqu'un qui annonce une nouvelle à toute une assemblée derrière la balustrade. En fait, c'est donc le connétable Tarnowski qui vient de dire aux nobles que leurs privilèges sont garantis. On est dans un moment de l'histoire polonaise où on appelle la République des deux nations, qui est donc la réunion de la Pologne et de la Lituanie, et qui est effectivement un pouvoir monarchique électif, où quelque part le roi est primus inter pares, comme on dit en latin pour faire pompeux, et qui veut dire qu'au fond, il est un parmi d'autres, et il est élu parmi, au fond, les grandes familles, et que du coup, son pouvoir ne dépend, au fond, que de l'acceptation de ces grands nobles. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement tout le 19e siècle, notamment le premier 19e siècle, va être dans la nostalgie de ce retour à une Pologne déjà qui existe, mais en plus très aristocratique. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans la peinture d'histoire, effectivement, et puis pour les Polonais, c'est évidemment un moyen, au fond, de donner des images de cette histoire qu'aucune institution derrière eux n'est capable de donner, puisque contrairement à la France, il n'y a pas d'école derrière pour diffuser ces images aux petits-enfants. Effectivement, représenter l'histoire de la Pologne, et notamment le moment le plus glorieux qui est cette renaissance polonaise dont on sent tout l'aspect riche, noble et brillant, et effectivement un enjeu pour les peintres. Alors, il y a aussi peut-être sans doute, c'est une question encore ouverte, un enjeu commercial à présenter ce genre de tableau. Alors ça peut être qui tout double, mais le salon est quelque chose de très médiatisé, comme on dirait aujourd'hui, avec des recensions très très longues dans les journaux, et pas seulement des journaux spécialisés dans la culture. Et en fait, pour un peintre un peu connu, de présenter des histoires comme ça, c'est un gage qu'on parle de lui beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous expliquer, faut l'expliquer, faut que le critique il dise c'est un super tableau, mais en même temps ça raconte ci, ça, machin, et en fait on en parle pendant des lignes, et vous savez comme moi, sinon je ne serais pas là devant vous, à quel point c'est important qu'on parle de soi, j'allais dire en bien ou en mal. Donc effectivement il y a aussi derrière cet aspect patriotique et j'allais dire c'est une question morale de faire exister la Pologne alors qu'elle n'existe pas, aussi peut-être un enjeu commercial. En tout cas, c'est la question qu'on pose à travers ce tableau de Rodakowski. Alors, pourquoi la guerre des poules? Parce qu'en fait, les gallinacés sont les seules victimes de ce conflit. Mais il n'y a pas de poules, hein. J'ai cherché. Dans ce milieu de 19e siècle, la peinture d'histoire change, et elle change notamment par le travail et le succès d'un peintre français qui s'appelle Paul Delaroche, qui, au Salon de 1830, montre un tableau qu'on présente à l'exposition. C'est le seul tableau que le Louvre nous prête pour cette exposition. Un tableau qui s'appelle Les Enfants d'Édouard, et qui montre de manière complètement, j'allais dire, anecdotique, mais en même temps très émotionnelle, avec un léché très important, le moment où les enfants légitimes du trône d'Angleterre vont être assassinés sur ordre de leur méchant oncle, duc de Gloucester, le futur Richard III. Effectivement, ces enfants d'Édouard, c'est leur titre traditionnel, vont complètement révolutionner comment on va faire de la peinture d'histoire partout en Europe, et la Pologne ne va pas faire exception à cette influence. C'est ce que on montre notamment avec le travail d'un artiste qui est derrière moi, Józef Simler,
qui va faire une copie de ce fameux tableau des Enfants d'Édouard en 1847 au moment où il vient à Paris. Il voulait absolument rentrer dans l'atelier de Paul Delaroche et malheureusement pour une sombre histoire de bizutage qui entraîne la mort d'un élève, Paul Delaroche est obligé de fermer son atelier et le pauvre Simmler, quelque part, est obligé de se contenter de faire la copie du tableau de Delaroche qui est à l'époque au centre Pompidou de l'époque, qui est le musée du Luxembourg. Vous voyez comment évidemment il se saisit de ce tableau et puis comment il applique les différentes leçons de Delaroche dans l'autre tableau qui est juste à côté, qui s'appelle La mort de Barbara Radziwiłł. C'est une histoire vraie mais qui est dans l'esprit des Polonais du 19e siècle, reprise par une pièce de théâtre d'Alois Felinski du même titre, qui raconte effectivement ce drame de Sigismond Auguste, donc le fils du roi qu'on vient juste de voir, qui a épousé en secret, mais qui le révèle au moment de son accession au trône, Barbara, fille d'une grande famille lituanienne et donc polonaise. Et en fait, il y a un grand problème qui se pose dans cette République des deux nations. Alors, le roi polonais ne peut pas épouser un de ses sujets, une de ses sujets, pour des raisons au fond de rupture d'égalité entre les grandes familles. Donc le roi est tiraillé entre effectivement mettre les nobles au pas ou effectivement pousser à divorcer, ce que complote une partie de cette noblesse avec l'aide de la méchante mère du roi, la fameuse Bona Sforza, notre reine italienne. Dans le drame, c'est le moment qu'on voit, effectivement, elle meurt, elle est empoisonnée par sa belle-mère. Bon, il semblerait que les analyses faites sur les restes de cette pauvre Barbara montrent qu'en fait elle serait morte d'un cancer. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point il y a une sorte de copier-coller de la méthode de Delaroche, c'est-à-dire qu'il reprend quasiment le même lit à baldaquin, en tout cas avec cette même préciosité du costume, cette même mise en scène, on a presque l'impression d'être dans du théâtre, vous le sentez, et donc il reprend effectivement aussi des thèmes qui sont issus du théâtre eux-mêmes, c'était le cas pour Delaroche avec Shakespeare, et c'est le cas pour Simmler avec Felinski. Bon, on montre aussi d'autres tableaux très importants, dont le Stańczyk, qui montre aussi comment la star de la peinture polonaise, à ses débuts, va être lui aussi influencé par cette manière de voir l'histoire, non pas seulement par l'évocation directe de l'événement, mais par un biais détourné, par un personnage quelque part secondaire qui interroge au fond les rapports des grands par rapport au destin de la Pologne. Alors, dans la question de la peinture d'histoire, se pose aussi au XIXe siècle, pas seulement en Pologne, mais également en Pologne et surtout avec un enjeu particulier, la question de l'actualité. C'est-à-dire qu'effectivement, le XIXe siècle voit l'arrivée dans la peinture d'histoire de sujets contemporains. Quelque part, l'actualité s'invite sur les tableaux. Il y a un goût particulier pour l'histoire polonaise qui est lié à la question des insurrections. Donc l'histoire polonaise de cette époque est marquée par des insurrections récurrentes, surtout à Varsovie et surtout contre le pouvoir russe, il faut bien le dire. Donc il y a 1830, 1863 et plus tard 1905 sont vraiment les grands moments. En 1848 il y en a une à Cracovie effectivement pendant le printemps des peuples. C'est celle de 1830 qui va déclencher beaucoup de choses parce qu'effectivement la répression va être la question de la déportation des insurgés en Sibérie, et cette déportation, vous le voyez dans la salle avec des tableaux de Malczewski par exemple, va créer toute une imagerie sur ces déportés qui vont être pour certains obligés de marcher à pied avec leur famille jusqu'au lieu de l'exil, et parfois effectivement certains n'en reviendront pas et n'iront d'ailleurs même pas au bout. Un des peintres très importants dans cette question de l'imagerie de l'insurrection, c'est Arthur Grottger, et vous avez derrière moi un cycle de gravures qui l'évoque. Arthur Grottger, c'est un peintre qui a peu produit, tout simplement parce qu'il est mort très très jeune, une trentaine d'années. Il meurt d'ailleurs en France, en cure dans les Pyrénées-Orientales, mais il s'est fait connaître dans les cours européennes par une série de dessins qui vont être reproduits par la gravure, et on présente le cycle Polonia, qui date de 1862 et qui est véritablement une mise en image de ces répressions, de cette histoire des insurrections, j'allais dire au cœur des familles polonaises, c'est-à-dire à quel point effectivement dans les familles
les Polonais sont marqués au cœur par les répressions, par cette histoire-là. Le patriotisme polonais se constitue à la maison, chez soi, et en fait c'est en pouvant avoir collecté ces images-là qui sont faciles à avoir et quelque part faciles à avoir dans les familles que véritablement va se constituer cette identité nationale et ce patriotisme qui va perdurer alors que, encore une fois, la Pologne n'existe pas. Alors effectivement, peindre un pays qui n'existe pas passe évidemment par peindre l'histoire, mais aussi passe par la représentation des habitants de ce territoire. Et ce qu'on découvre, c'est que cette Pologne du 19e siècle, qui est d'ailleurs une Pologne au passage beaucoup plus à l'est qu'on connaît, donc elle recouvre des territoires qu'aujourd'hui sont plus polonais, c'est-à-dire véritablement la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et donc l'Ukraine va faire vraiment partie de cet imaginaire-là. Et donc vous allez le voir dans l'exposition, beaucoup de paysannes ukrainiennes et de paysages ukrainiens, mais tout simplement parce que ça fait partie de la Pologne dans cet imaginaire du 19e siècle. Et donc on représente effectivement ici, dans ce grand mur, avec cet accrochage à touche-touche, toute la diversité des représentations de ces différentes populations qui composent ce pays. On n'ose même pas parler de nation, puisque effectivement c'est quand même compliqué au 19e siècle de parler de cela, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez par exemple les juifs qui sont derrière moi, qui font objet de peinture. D'ailleurs il y a des grands peintres juifs également polonais à l'époque. Donc sans parler de nation, effectivement on a différentes communautés, on a une mosaïque de communautés qui la composent, et la paysannerie devient de plus en plus importante au cours du 19e siècle, puisque à partir de la deuxième partie du siècle, on se rend bien compte que l'idéal aristocratique, qui fait qu'au fond la question de l'indépendance de la Pologne est un problème des seigneurs dans cette société comme je vous l'ai dit, très hiérarchisée, où il y a des seigneurs et puis il y a des paysans qui travaillent pour les seigneurs. Enfin, c'est du servage, de toute façon. Et d'ailleurs, il faudra attendre vraiment une bonne partie du milieu du 19e siècle pour que le servage cesse. Et donc, au fur et à mesure, cette question de la paysannerie et en tout cas de la mobilisation de masse devient un enjeu pour l'indépendance, parce qu'on sent bien que sinon on n'y arrivera pas. Et donc les paysans vont de plus en plus être objets de peinture, et de plus en plus on va les voir, comme dans d'autres pays d'ailleurs, avec l'industrialisation croissante et quelque part le règne de la machine dans les villes, comme les garants d'une authenticité, d'un savoir-vivre vrai, la vraie Pologne, la vraie polonité. Ce sont les paysans qui l'ont, et donc on va avoir apparaître effectivement tout un tas de peintres qui vont s'intéresser au sujet, voire qui vont endosser cette vie paysanne jusqu'à épouser des paysannes et fonder leur foyer à la campagne alors qu'eux-mêmes sont nobles. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez particulier à la Pologne. J'ai pas d'équivalent, notamment en France, au même moment. Alors à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on assiste à l'émergence d'un mouvement qu'on va appeler la Jeune Pologne, Młoda Polska, qui va effectivement transformer cette question de la polonité, du discours sur la nation, au travers au fond de mouvements qui sont internationaux, donc la question du symbolisme, la question de l'expressionnisme, et du coup on va voir émerger tout un tas d'artistes dont la question de la polonité va se transmettre de manière plus personnelle. Et là-dessus, effectivement, Jacek Malczewski, qui est un des très grands peintres de l'exposition, un peintre plutôt symboliste, marque quelque part un tournant de cette question-là. Alors vous le voyez, dans cette dernière salle qu'on a appelée vers la modernité, qui est la modernité du XXe siècle, on a affaire à des courants, notamment des paysages, vous voyez, très symbolistes. Vous avez derrière moi une peinture de Ruszczyk, qui est un peintre polonais originaire, là encore, de la partie aujourd'hui lituanienne de la Pologne. C'est d'ailleurs intéressant parce que peut-être vous avez vu ce peintre dans Âme sauvage, dans la dernière exposition que le musée d'Orsay consacrait à la peinture des pays baltes, puisque effectivement Ruszczyk est considéré comme un grand peintre lituanien pour les Lituaniens, et effectivement on n'est pas encore à l'abri aujourd'hui de ces questions d'appropriation nationale dans cette Europe qui effectivement a connu des vicissitudes en termes de frontières, et vous sentez bien à quel point cette question de la réappropriation culturelle est importante, et effectivement des Polonais
font partie, j'allais dire, de ces transactions. Un autre tableau qui est très intéressant, c'est les vieux pommiers du musée de Varsovie, qui est exposé juste à côté, dont vous voyez que ces pommiers noueux, tortueux, cette présence humaine réduite à rien, et cette fosse au milieu du tableau est véritablement une interrogation sur l'absence, sur la destinée tragique, que ce soit celle de la Pologne ou au fond de chacun d'entre nous, selon la vision du peintre.